Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir l'approche pour le gaz de fermion, le gaz parfait de fermion. Alors on part du grand potentiel qui dans ce cas-ci s'écrit moins kT fois la somme des GI fois le logarithme de 1 plus exponentielle de bêta fois mu, le potentiel chimique, moins epsilon i. Et l'approche qui est utilisée est fort semblable à celle que nous avions exposée pour la statistique de Bose-Einstein. Et pour les mêmes raisons, c'est extrêmement calculatoire. Donc les calculs sont assez complexes, assez lourds, assez longs. Donc, à nouveau, je n'entrerai pas dans les détails. Je vais expliquer les grandes lignes, parler des principaux résultats. Alors, la première étape consiste à passer en variable continue, plutôt que de faire des sommes discrètes. Donc, on remplace epsilon i fois par l'énergie cinétique, P carré sur 2m, Gi, la dégénérescence en fonction d'énergie, est remplacée par Gs, la dégénérescence due au spin, le fait qu'il peut y avoir plusieurs états de spin, d cube R, d cube P sur H cube. Et les sommes sont bien sûr remplacées par des intégrales. On effectue ce remplacement, quelques calculs, et alors on a introduit une variable, nu, égale en fait au potentiel chimique divisé par kT, et une certaine fonction f de nu qui est définie à travers une intégrale. Donc une fonction intégrale. Puisque, à nouveau, la difficulté est qu'il n'y a pas de solution analytique explicite. On trace un graphique de la fonction f de nu et de ses dérivés, f', f seconde. Et à partir de là, on peut exprimer S comme une certaine relation de f de nu et de sa dérivée. De même, on obtient une expression pour la pression, le nombre de particules et pour la chaleur spécifique. On peut aussi tirer l'énergie. On trouve qu'elle obéit à 3,5 PV, la relation générale que j'avais déjà citée, et qui est caractéristique de toutes les particules obéissant à une relation en P carré sur 2m. Ensuite, la prochaine étape consiste à éliminer le potentiel chimique mu. Et cela peut se faire, donc, on part de la relation f' de nu égale alpha, où alpha, comme avec les bosons, c'est n sur z, et la fonction de partition est donnée par Gs fois V sur H cube fois 2pi m, la masse des particules, là, bien sûr, kT exposant 3,5. Et donc, on résout cette équation, et on peut le résoudre soit graphiquement, puisqu'on a les graphiques de la fonction f et de ses dérivés, donc on peut trouver la valeur de nu, et donc du potentiel chimique, ou alors on fait un développement en série limitée pour résoudre la relation. On aboutit, alors, dans différents cas, on peut avoir différentes approximations. Par exemple, dans le cas d'un gaz moléculaire, comme l'hydrogène, l'azote, etc., en général, le potentiel chimique est négatif. Donc il faut fournir de l'énergie pour retirer une particule du gaz. Dans ce cas-là, on développe la fonction f de nu en série, on obtient une relation qui s'exprime comme l'exponentielle de nu plus un terme
E 2 nu plus E 3 nu, etc. Donc on obtient un développement en série, on ne garde que les premiers termes, et on peut ainsi trouver la valeur de nu à partir de cette relation, et donc du potentiel chimique. Et on trouve, après donc de lourds calculs, par exemple, que l'énergie libre est moins NKT fois 1 plus ln de Z sur M moins N 2 exposant 5 demi Z plus des termes de plus en plus petits. On peut de même tirer, à partir de cette relation-là, à partir de l'énergie libre, comme on l'avait déjà vu, on peut tirer la pression, l'énergie interne, la chaleur spécifique, etc. Ce qu'on constate, c'est que les relations obtenues sont tout à fait semblables à celles obtenues pour la statistique de Bose-Einstein, avec juste des changements de signes dans les expressions, qui viennent évidemment du changement de signe du plus ou moins 1 dans la probabilité thermodynamique. Dans le cas où n sur z est très petit par rapport à 1, on retrouve les résultats de la statistique de Maxwell-Boltzmann corrigée. On constate aussi que la pression obtenue à partir de ça est proche de la pression d'un gaz parfait, plus un terme positif, donc la pression du gaz de fermion est plus grande, un peu comme s'il y avait une répulsion. C'est l'inverse du gaz de boson, où la pression était plus faible, comme s'il y avait une attraction. Et ceci est dû au comportement statistique de ces particules. Les bosons ont un comportement grégaire et tendance à se mettre tous dans le même état, ce qui est équivalent à dire qu'il y a une attraction, et tandis que les fermions, obéissant au principe d'exclusion de Pauli, ne se laissent pas mettre dans les mêmes états, ce qui introduit une espèce de répulsion. Alors, on fait l'étude à température du zéro absolu. Ça, c'est la première étape suivante. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait l'étude au zéro absolu? D'abord parce que c'est plus simple. On pose T égale 0. Et on constate aussi expérimentalement que les propriétés des métaux varient fort peu entre 0 et pratiquement 1000 Kelvin. Donc, rappelez-vous, je vous l'ai dit, les électrons de conduction, les électrons libres dans le métal, ont un grand libre parcours moyen, donc ils parcourent des grandes distances avant d'entrer en collision avec un atome du réseau cristallin ou avec un autre électron. Et donc, ces électrons de conduction, ces électrons libres, se comportent pratiquement comme un gaz de fermion sans interaction. Et on constate que les propriétés des métaux ne varient pas beaucoup avec la température, et donc une étude au zéro absolu donne déjà des résultats intéressants. Alors, il est plus intéressant dans le cas du zéro absolu de faire un calcul direct, plutôt que de passer par ces approximations, par ces méthodes. On part simplement de la relation N égale somme des NI, en utilisant la statistique, et après des calculs, on peut en tirer directement le potentiel chimique, mu0, 0 pour 0 absolu, est égal à h carré sur 2m fois 3 sur 4 pi gs n sur v exposant 2 tiers. Dans le cas du spin 1,5, comme pour les électrons, Gs vaut 2. Il y a 2 états de spin possibles. Dans ce cas, mu est appelé énergie de Fermi. Epsilon F, 0 pour le 0 absolu. C'est l'habitude, simplement. On l'appelle énergie de Fermi. Et
on trouve dans la littérature des tableaux donnant les propriétés des différents métaux. On parle, par exemple, pour le lithium, la densité d'électrons, c'est-à-dire M sur V, pour le lithium, ça vaut 4,6 fois 10 exposant 22. Donc, un paquet de milliards d'électrons par centimètre cube. Et l'énergie de Fermi, epsilon 0F, est égale à 4,7 électronvolts. Calcul théorique, utilisant ces relations. 4,7 électronvolts. Alors, ce qu'il faut en retenir, c'est que pour la plupart des métaux, l'énergie de Fermi est de l'ordre de quelques électronvolts. C'est typiquement l'énergie de Fermi des métaux. Il est intéressant de calculer la vitesse des électrons qui ont cette énergie de Fermi. VF0. C'est simplement donné par 2 fois epsilon F0 divisé par la masse des électrons exposant 1,5, c'est-à-dire racine carrée. Et on trouve que en utilisant ce résultat, on trouve que le résultat est de l'ordre de 1000 km par seconde. C'est énorme. 1000 km par seconde. Même au zéro absolu. C'est une étude au zéro absolu. Ce qui veut dire que dans un gaz de fermion, les particules vont 10 000 fois plus vite que les molécules d'un gaz à température ambiante. Typiquement, dans un gaz comme l'air, la vitesse est d'environ 100 mètres par seconde. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire le vide avec une pompe et d'ouvrir. L'air s'engouffre très rapidement et ça donne une idée de ce type de vitesse, de l'ordre de 100 mètres par seconde, ce qui fait environ 300 km/h. Ici, c'est de 1000 km par seconde, 1 million de mètres par seconde. C'est très rapide. Et ça, c'est caractéristique des fermions. Les fermions ont ce type de comportement. Alors pourquoi? Ben parce que, vous rappelez-vous, le tableau, le graphique qui donnait la répartition des particules en fonction de l'énergie pour les fermions. Comme ils obéissent au principe d'exclusion, ils remplissent tous les états à des énergies de plus en plus grandes. Et donc les états les plus énergétiques, à epsilon F, sont particulièrement énergétiques. Ils ont une énergie très élevée et donc des vitesses très élevées. Donc c'est typique des fermions, les particules peuvent être très rapides. Alors, voilà, donc à partir de ceci, on peut aussi obtenir au zéro absolu l'expression des autres fonctions. Dans le cas étude à une température non nulle, on fait en général l'hypothèse que nu est grand par rapport à 1. Dans ce cas-là, on utilise un autre développement que celui dont nous avons parlé. On appelle développement de Sommerfeld et qui utilise une intégrale pour son développement. Alors, à partir de là, à nouveau, calcul, on obtient différentes fonctions. Et par exemple, on calcule la chaleur spécifique du gaz de fermion, qui est égale à R, la constante des gaz parfait, pi carré sur 2, kt sur epsilon F0, et on le note gamma fois T. Donc c'est la définition de gamma. Alors, les valeurs qu'on obtient, typiquement, comme pour le lithium, typiquement sont de l'ordre de 0,05 fois R, à une température de 300 Kelvin, donc à température ambiante.
c'est très faible. Par exemple, le réseau cristallin a typiquement une chaleur spécifique donnée de l'ordre de 3 fois R. Donc, beaucoup plus grande. Et donc, la chaleur spécifique due aux électrons est complètement masquée. Ce n'est plus vrai à température beaucoup plus basse, parce que les deux ne varient pas de la même manière. On trouve une relation CV égale gamma T plus AT cube. Ceci étant la contribution du réseau. Comme c'est au cube, en approchant du zéro absolu, la contribution diminue beaucoup plus vite, et donc à très basse température, les deux contributions, électrons et réseau, deviennent grosso modo du même ordre. Et cette relation est très bien vérifiée expérimentalement. Donc, quand on mesure la chaleur spécifique en fonction de la température, on obtient des résultats qui concordent très bien. Notons que la constante A, dans un tel réseau, est liée à une constante, à une valeur, je le cite parce que vous pourriez tomber dessus dans la littérature, qui est appelée température de débit d'une substance. Et par exemple, pour le lithium, elle vaut 352 Kelvin. Juste pour info. Alors, on constate que tout compte plutôt bien, sauf une chose, la valeur de gamma. La valeur de gamma expérimentale est parfois assez différente du gamma théorique. Alors, ceci est dû aux approximations qui ont été faites dans l'approche. En particulier, le fait qu'on a dit que c'est des particules sans interaction, ce qui n'est jamais tout à fait vrai. Les électrons sont chargés électriquement, ils se repoussent, ils interagissent avec le réseau, même si leur libre parcours moyen est assez élevé, ils interagissent quand même à certains moments. Donc, et c'est évidemment très complexe de tenir compte des interactions. Donc, ce qu'on fait, c'est que puisque les lois sont bien vérifiées expérimentalement, puisque la seule chose qui pose problème, c'est la valeur ici, eh bien, on définit une masse effective ou masse thermique des fermions, M astérisque, tel que M astérisque sur M égale le gamma expérimental sur gamma théorique. Donc on mesure le gamma expérimental, on calcule le gamma théorique, on a la masse des fermions, par exemple des électrons, et donc on en tire une certaine masse effective, une masse thermique, qui est utilisée dans les relations. Puisque les lois sont bien vérifiées expérimentalement, en utilisant cette masse thermique, on obtient des résultats chiffrés qui sont en très bon accord avec l'expérience. Voilà, alors on peut employer ceci aussi dans le cas de l'hélium-3, nous l'avions vu, c'est un gaz de fermion, et on peut aussi l'appliquer au cas où epsilon n'obéit pas à cette loi-là, donc pour une fonction qui relie une fonction de dispersion quelconque. Dans ce cas-là, on repart de la base, on utilise une méthode graphique utilisant la fonction qui définit epsilon, et on obtient des résultats, de très bons résultats. On a à nouveau avec des calculs assez lourds. Voilà. Suffisamment ici inutile d'approfondir, puisqu'on ne donne pas les détails de tous ces calculs. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment on traite le cas d'un gaz de fermion qui est plongé dans un champ magnétique. Je vous remercie.